Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Ah, avant de vous lancer dans l'épisode, un petit disclaimer quand même, pour éviter les mésententes. Raphaël, que vous allez entendre dans cet épisode, Raphaël Doyen, est le dirigeant et fondateur de Creative, qui est actuellement l'entreprise qui m'emploie. Oui, je sais, je commence à avoir l'habitude, si vous avez écouté mes premiers épisodes de Pourquoi, d'échanger avec mes dirigeants quand ils m'embauchent. Bon, en tout cas, voilà, je voulais vous prévenir, et c'est pour ça que je vais avoir quelques insights assez poussés au sein d'entreprise, mais je voulais éviter la confusion des gens. Voilà, ça c'est dit, je vous lance l'épisode de suite. Bonne écoute. Du coup, premier podcast. Premier podcast. Déjà dû faire des interviews radio, des choses comme ça. Oui, j'ai fait des interviews radio, j'ai fait mais c'est le premier podcast. Bon, honoré d'être le premier podcast du coup. Ouais. Mais du coup, merci Raphaël de te prêter à l'exercice. Avec plaisir. Pour expliquer un peu quand même, ce que je préfère expliquer en amont, c'est que tu es le dirigeant de Creative, la boîte qui m'emploie, je dois dire, parce que pour pas qu'il y ait de mésentente au niveau du podcast. Donc j'espère que l'échange va être fructueux et j'en suis même très convaincu. Voilà. Mais avant peut-être de tout de suite comprendre un peu d'où tu viens, je vais te proposer peut-être de te présenter. Qui es-tu, Raphaël ? Très bien, donc je m'appelle Raphaël Doyen, j'ai 51 ans, je suis marié, 3 enfants, je suis ingénieur de formation, électronicien, donc j'ai fait les frais Paris, j'étais diplômé en 96 et suite à ça j'ai commencé à travailler en 97, entre les deux j'ai fait mon service militaire dans un régiment de guerre électronique en Alsace. Voilà, donc moi en termes... au niveau carrière, j'ai deux grandes phases. Jusqu'à 35 ans, donc de 97 à 2008, j'ai eu une carrière salariée. Donc j'ai commencé en société de service, donc en 97, dans mon domaine qui était le banc de test et les mesures, on va dire, électroniques. J'ai été en mission pendant 3-4 ans dans ce domaine-là, donc en assistance technique et au forfait. En parallèle, comme j'avais des facilités, on va dire, de communication et des facilités commerciales, j'ai mon patron de l'époque qui m'a proposé de devenir ingénieur d'affaires. Donc j'ai accepté, sachant qu'au début c'était une activité mixte entre mes activités en mission et donc le commercial. Ça a plutôt bien marché parce qu'à partir de 2000-2001, j'étais à 100% sur les activités commerciales jusqu'en 2003 et j'ai notamment créé une petite agence à Rennes à l'époque de ma petite entreprise. Donc en 2003, j'étais dans un gros acteur du service de l'époque qui s'appelait Coframi, qui depuis a été racheté par Acodis. Et dans lequel j'ai un petit peu continué à apprendre mon métier et dans lequel j'ai managé, je suis devenu directeur d'agence et donc je dirais que l'accord management et je dirais je l'ai acquise pendant cette expérience-là. En 2008, j'ai 35 ans, j'ai folle envie de créer mon entreprise. Et on part à deux sur le projet Creative avec un associé et ce que je fais depuis 16 ans maintenant.
Super, mais ça m'amène plein de questions, parce que lorsque je regardais un peu ton parcours, effectivement, je savais que tu étais ingénieur, donc ça m'a pas étonné après pour la partie société de service, mais j'ai vu que tu avais quand même basculé assez rapidement, effectivement, vers des responsabilités d'agence, puis après, ce que tu as décrit, de création d'agence. Tu as toujours eu cette fibre un peu, parce qu'on pourrait opposer le côté un peu ingénieur, commercial. C'est un peu ce qu'on fait d'habitude, même si bon, je pense que la réalité n'est pas tout à fait ça. Mais tu as toujours eu cette fibre un peu duale, on va dire. Ah oui, oui, je pense que même si je l'ignorais, en fait, j'ai toujours eu ça en moi. J'ai toujours, été, je pense, et commercial et fédérateur. C'est-à-dire, Ok. voilà, j'ai mis des mots bien après sur ça. Mais oui, j'ai toujours aimé. Moi, je crois beaucoup en l'équipe. Je suis assez enthousiaste d'une manière générale. Et effectivement, j'ai toujours cette capacité que j'avais à l'époque chez le client de répondre au mieux à ses problématiques, d'essayer de trouver de nouveaux sujets pour ramener du business. Ça m'amusait, en fait. Je faisais ça par jeu complètement quand j'étais en mission. Voilà, et c'est pour ça que c'est mon chef de l'époque a détecté ça, mais je pense que j'ai toujours eu un peu ça en moi, ouais. Ok. Et je vais revenir un peu sur cette période où tu me disais que tu avais une folle envie de créer ton entreprise, qui a été le point de bascule un peu de salariat à entrepreneur. Si tu pouvais nous ramener un peu à l'époque, qu'est-ce qui, toi, a été quand même le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, bon, parce qu'on ne passe pas du jour au lendemain, bon, je vais créer mon entreprise, quoi. Non. Bon, à l'époque, j'ai un poste en or. Je suis directeur régional. On est en 2007, 2006-2007. Tout va bien. J'ai un gros salaire. Je pilote 140 personnes. J'ai un peu une paix royale. Mon entreprise va pas bien, globalement. Mais moi, ça va. Et mon job me plaît. Donc, voilà. Pour autant. Je fais vraiment le constat, j'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour de ces postes salariés, c'est-à-dire que mes perspectives d'évolution, ça fait 5 ans que je fais ça, mes perspectives d'évolution, c'est de continuer à évoluer dans la structure, mais ça veut dire retour Paris, j'ai pas très envie d'aller à Paris, et puis moi j'ai envie d'être, finalement, je m'aperçois que ce qui me plaît, c'est l'opérationnel. C'est l'opérationnel, c'est le business, et en même temps, j'ai toujours une soif d'apprendre. C'est-à-dire, je me dis, j'ai envie encore plus de me former, de découvrir l'entreprise et tout ça. Voilà, et puis j'ai le sens aussi du challenge et finalement, comment dire, le dénominateur commun, c'est l'entreprise, c'est de monter sa boîte. Alors, à l'époque, c'était un peu moins systématique qu'aujourd'hui, mais cette envie, on l'a ou on l'a pas. J'avais un périmètre client qui était établi, j'avais pas mal de choses, mais il m'en manquait beaucoup, hein. J'avais jamais géré d'entreprise, j'avais été formé en juridique, je savais pas ce que c'était qu'un compte de résultat, j'avais jamais fait de comptabilité, de paye, de social, de fiscal, donc toutefois ça m'intéressait même sans savoir ce que c'était. Et en fait, la liberté que confère cette création d'entreprise et finalement vraiment cette liberté, ça me titillait. J'avais envie de tenter l'aventure et je me suis dit aussi, je tente ça à 35 ans, entre guillemets, en pleine force de l'âge et en pleine carrière, parce que si ça venait à ne pas fonctionner, je sais que je retomberais sur mes pattes du fait de mon réseau et du fait que j'étais complètement en phase avec le marché qui m'employait, quoi. Ok. Et justement, parce que tu parlais de cette envie, donc, et d'un périmètre, tu avais tout de suite le périmètre, tout ça. Tu as eu tout de suite l'idée de créative, alors je ne vais pas dire comme on la connaît aujourd'hui, parce que forcément les technologies ont évolué, les sujets ont évolué, mais un peu le périmètre et le fonctionnement, tu avais déjà l'idée, comment tu l'as construit? Alors là, c'est une vraie question, c'est-à-dire que non. Alors déjà, quand tu montes ta boîte, même si tu en as envie et tout ça, ça fait aussi très peur, hein. Moi, j'avais déjà 2 enfants. Mon troisième est né en juillet 2008 et Créative est né en mars 2008. Donc ma femme était enceinte de 6 mois.
Donc inutile de... C'est facile de comprendre que moi je voulais pas me planter, que j'avais des gros enjeux, que voilà. Donc en fait, pendant 6 mois, j'ai écrit un business plan de grosso modo dans lequel je me suis posé toutes les questions pour une entreprise, la chaîne de valeur, quelle était l'offre de créatif, quel était notre business model, comment j'allais me rémunérer, comment on allait rémunérer la structure, quelles étaient notre vision à 1 an, 3 ans et tout ça. Voilà, et puis surtout en termes je dirais, de positionnement, on était déjà dans un marché qui était très concurrentiel. Donc, pourquoi moi, comment j'allais réussir à me discriminer autour de quel discours vis-à-vis d'un côté des clients et vis-à-vis de mes salariés de l'autre. Okay. Donc ça a demandé un bon 4-6 mois de travail. Okay. Donc, on est sorti un business plan d'une 100aine de pages sur tous les... que je pourrais te partager d'ailleurs. Je le relis, je le revois de temps en temps. Il a bien vieilli en termes de charte graphique et tout. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué parce que notre monde a évolué. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui perdurent quand même. Voilà. Et suite à ça... les choses se sont fait petit à petit. Donc on avait besoin de partenaires bancaires, hein, donc on n'est pas une start-up, donc on ne levait pas d'argent pour ce type d'activité à cette époque-là. Donc on a mis toutes nos économies sur la table en espérant que nos amis banquiers allaient nous prêter la même chose. Donc on est parti vraiment pour une ESN avec des tout petits moyens. Okay. Voilà, j'ai réussi à négocier mon départ chez mon employeur. Donc j'étais aux Acédic pendant 15 mois à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, les Acédic pour des salariés normaux, c'était 23 mois. Mais quand on était créateur d'entreprise, c'était que 15 mois. Donc, en fait, 15 mois, on ne compte pas, on décompte, faut savoir. On fait un métier un peu au temps long. Donc tout ça fait que c'était très bien préparé, je pense, mais qu'il y avait énormément de zones de zones grises et que tout n'était pas cartographié. Très loin de là. Ok. Et justement, tu parles de ce business plan qui a évolué, mais tu vois, c'est là où je suis content de aussi l'entendre dire, c'est que souvent on dit que les business plans, quand on les fait, ils sont presque déjà périmés. Parce que ça évolue tellement vite et tout ça. Et là, quand tu me dis, le business plan, aujourd'hui, bon, effectivement, il y a des choses qui ont changé. Le monde a changé en 16 ans d'activité. Il y a quand même des choses et des valeurs, des choses qui sont toujours d'actualité dedans. Et ça montre aussi peut-être l'importance de cette documentation qu'on fait souvent et que moi je pense souvent ce business plan comme un effet de plus d'auto-réflexion en fait. Alors oui, on le présente à des banquiers, des choses comme ça, mais c'est essentiellement un mécanisme d'auto-réflexion pour se dire ok, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, quoi. Pour moi, dans un business plan et dans une entreprise, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux choses bien distinctes. Dans le business plan, tu définis... Pour moi, il y a la politique et il y a la stratégie et le business. La politique, dans une entreprise, c'est quelque chose d'invariant. La politique, pour moi, c'est les valeurs. C'est la relation en interne, en externe, c'est la raison d'être d'une entreprise, pourquoi tu existes, pourquoi tu es là et tout ça. Et ça, dans un business plan, souvent, il n'y a pas un chapitre politique, qui je suis, tout ça, mais tu ne peux pas ne pas y avoir réfléchi avant de te lancer. Donc pour moi, la politique d'une entreprise, elle est vraiment invariante, c'est-à-dire chez Creative, l'excellence technique. Ça a été un invariant depuis 16 ans. Cette proximité, cette écoute de nos collaborateurs et de nos clients, ça a été aussi un invariant. Cette société de territoire, c'est un invariant. Donc ça, pour moi, c'est une politique générale qui est invariant dans un business plan. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tout le reste varie parce que le business, on l'écrit et puis en fait, on croit qu'on va se développer autour d'un marché de télévision numérique et il se trouve que dans notre cas, on s'est développé autour d'un marché télécom qu'on n'avait pas forcément identifié initialement. Donc forcément, cette partie un peu opérationnelle du business plan est bien évidemment obsolète
au moment où tu le déploies. Mais ce qui n'est pas obsolète, c'est la partie politique. Et puis surtout, un business plan permet de cartographier l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble de ses interactions, de ses acteurs, de ses grandes aspirations. Et le fait de cartographier ça, le fait d'avoir une sorte de carte mentale de ta boîte, fait que au moins tu t'es posé la question, sans forcément y répondre ou en y répondant partiellement, excuse-moi. Et en tout cas, ça nous permet de nous interroger, toujours de nous interroger en disant, bah tiens, cette partie-là, je sens que je ne suis pas aux attentes, ou alors ce que j'ai écrit, ce n'est plus mon marché, ce n'est plus mon écosystème, et donc il faut que je le fasse évoluer petit à petit. Mais on a quand même cette carte mentale qu'on fait, qui change beaucoup au début, qui change de moins en moins quand la taille de la boîte grossit, parce qu'on a plus de certitude, on est plus un gros vaisseau. Mais au début, effectivement, ça pivote, ça change, ça peut changer. Ouais. Et justement, tu soulignes quelque chose de très important, un peu en latent, ce qui est de... il y a le business plan, ce que tu écris à un instant T, mais c'est aussi de revenir dessus et aussi de faire un état des lieux, sûrement de manière régulière, pour se dire, ok, là, je suis bien sur le marché que je veux être. Là, j'avais dit ça, mais ça a évolué. Donc, il y a quand même, et là, on va commencer à parler de stratégie, il y a quand même une volonté de... Alors, je ne vais pas parler de KPI, de choses comme ça, parce que ce n'est pas trop les termes, mais il y a quand même un check qui est fait de manière très régulière pour voir si... comment, enfin, pas pour voir dans le sens où tu évolues, mais dans le sens où la société peut évoluer. Bien sûr. Ouais. Alors bien sûr, au début, la politique, c'est la politique, ok. La stratégie, pour moi, dans la stratégie, il y a deux choses. Il y a la stratégie et la tactique. Okay. On a une stratégie, c'est-à-dire qu'on a des grands axes de développement. Et la tactique, c'est quoi? La tactique, c'est les opportunités. Des choses qui n'étaient pas dans la stratégie qui peuvent arriver. Pourquoi? Une opportunité, c'est quoi? C'est un coup de fil, c'est un réseau, c'est quelqu'un qui t'appelle pour monter une verticale métier, tu n'y avais pas du tout pensé. Ou voilà. Donc, au début, stratégie et tactique, dans une petite boîte, s'entremêlent. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, mais il y a énormément de tactiques. Les personnes que tu n'avais pas identifiées qui commencent à s'agréger au projet. Donc, c'est important de faire plus ta stratégie. Peut-être que la stratégie soit plus prégnante que la tactique, mais on peut pas éluder le fait qu'il y ait de la tactique. Il y a toujours de la tactique dans toutes les entreprises. Souvent, les entreprises mettent un peu un mouchoir dessus, parce que la tactique, ça fait pas bien, ça fait opportuniste, ça fait pas professionnel. Souvent, dans notre mindset de chef d'entreprise, c'est je vais t'expliquer quel sera le monde de demain et je vais suivre ce que je t'ai expliqué et tout ça. La vérité est un peu autre, c'est-à-dire certes, ça c'est la stratégie, parfait, on y va. Toutefois, si à côté de la carte postale que l'on a écrite ou que l'on voit, on a un petit business ou une opportunité de droite et de gauche, ça serait un petit peu dommage de ne pas y aller. Voilà. Surtout si cette opportunité n'est pas antagoniste avec on va dire le core business de ton entreprise. Donc, mais au début, les opportunités... et la stratégie, c'est vraiment c'est aussi important l'un que l'autre, quoi. Et justement, je vais parler plus d'aujourd'hui. J'aime beaucoup cette distinction qui, moi, je ne la connaissais pas, pour être très franc. Mais j'aime bien cette distinction de tactique-stratégie et comment je vois très bien comment elle s'applique dans une petite boîte où en fait on répond à de l'opportunité, c'est assez facile parce qu'on peut être souple. Alors, bien sûr, ça dépend le type de business qu'on mène, mais souvent dans du service, on peut être souple, on s'adapte très rapidement. Mais aujourd'hui, pour une boîte qui est environ 300 salariés, comment on fait? Parce que je suppose que des choses qu'on va appeler tactiques, on t'en propose souvent. D'où la capacité de décider, de mesurer. Voilà, comment on fait? En fait, déjà, la tactique doit rentrer à notre taille dans le cadre de la stratégie. C'est-à-dire que
Grosso modo, si demain la tactique, c'est de reprendre une boulangerie parce que ça va me générer un chiffre d'affaires de 1 million d'euros et une bonne marge et que ça sera bon pour le groupe, oui, ça sera bon pour le groupe financièrement, voilà. En revanche, on sort complètement d'une stratégie et ça ni queue ni tête. Donc demain, je dirais que certes, à court terme, ça sera bon et tout ça. En revanche, demain, dans la lisibilité du groupe, en externe, en interne, ça risque à moyen terme de faire plus de mal que de bien. Aujourd'hui, la tactique, elle est protéiforme, c'est-à-dire que ça peut être tout type d'opportunités. Donc parfois, il y a de la tactique dans le cadre de la stratégie et parfois, c'est vraiment des opportunités. Typiquement, stratégie de groupe créatif, je donne un exemple, ça pourrait être d'autres. Nous, on a toujours une stratégie de croissance organique, donc en nous-mêmes. Et là, tactiquement, j'ai un ami qui a une petite ESN, qui part en retraite, qui a envie de la céder. Voilà, je le connais très bien, je sais que c'est une boîte sérieuse. Il a envie d'être salarié pendant 1 ou 2 ans avant sa retraite pour accompagner la cession. Il a une niche métier qui est un petit peu complémentaire à la nôtre. Voilà, j'avais pas du tout prévu ça. Et cette croissance externe, ça peut être une opération tactique. C'est-à-dire qu'on est dans la stratégie générale, je reste une ESN, je garde ma politique, et la cible, finalement, cette croissance externe, quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais qui est multifactoriel et qui est positif pour le groupe, je la réalise alors qu'elle n'était pas prévue, que je ne l'avais pas prévu 6 mois avant, je n'ai pas forcément travaillé dessus, voilà, mais c'est vraiment une approche, là pour le coup, c'est un coup tactique. Okay. Voilà. Ok. Et que ce soit le cas-là ou un autre, comment toi, quand on te le présente, parce que je suppose qu'à un moment ça remonte jusqu'à toi, ou là c'est directement toi, mais comment tu te dis, tu vois ta stratégie, tu vois ce qu'on te propose, le coup tactique, à un moment il faut prendre une décision. Ouais. Comment tu en viens à cette décision de dire, ok, littéralement, oui, non. Ok. Alors déjà, moi je suis un intuitif. Okay. C'est-à-dire que beaucoup de choses chez Creative ont été faites par intuition. Donc l'intuition m'a beaucoup... donc j'ai fait des bonnes choses, j'ai fait des erreurs. Mais il faut savoir que moi je suis intuitif. C'est-à-dire si je ne sens pas les choses, je ne les fais pas. Okay. Donc voilà. Alors, admettons que je sente les choses. C'est-à-dire, l'intuition c'est quoi? Déjà, souvent dans notre métier, c'est un contact avec une personne. Voilà. C'est-à-dire un ou plusieurs personnes, un ressenti, un échange et une volonté ou pas de travailler ensemble et de se projeter dans un projet. Donc si ça, je dirais que c'est positif. Derrière, j'ai une phase de consultation interne, j'ai un comité de direction pour ça. Donc je leur présente un peu le projet et j'écoute un peu tous les avis. Donc dans mon codir, il y a un peu tous les métiers de l'entreprise et j'ai des avis qui sont souvent très très divers et variés. Des personnes toujours très enthousiastes, des personnes au contraire qui sont plutôt à avoir le verre à moitié vide, etc. Et à partir de là, je dirais, je leur demande une synthèse de l'opinion du codir. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que si moi, je suis convaincu de quelque chose, mais que je suis le seul à l'être, je ne fais pas. Voilà. Donc quand derrière, en fait, je suis suivi par mon codir qui m'a à peu près validé mon idée, l'aspect financier, l'aspect organisationnel, derrière, c'est vrai, c'est une décision. Et ça, moi, décider, ça n'a jamais été un problème. C'est-à-dire que je suis une personne qui a un cycle de décision court. Une fois que j'en suis... en fait, j'ai besoin de maturer les choses, c'est-à-dire que j'ai des phases incompressibles dans lesquelles je me projette, je comprends la situation et je me projette dans cette situation. Mais une fois que j'ai bien
que je me suis bien accaparé les situations, décider n'a jamais été un problème pour moi. C'est-à-dire, je dis, on y va ou on n'y va pas. C'est ultra simple. Et après, ce qui est très intéressant, c'est la partie... alors, déjà, merci d'expliquer aussi clairement, parce que c'est souvent pas aussi clair, mais ce qui est intéressant, c'est cette phase d'intuitivité, d'échange, d'humain, et après, la partie qui est vraiment... je veux dire, pour moi, un change point, qui est la partie comité de direction. Et alors, je ne vais pas dire que je suis étonné, mais là où je suis agréablement surpris, c'est que tu me dis, OK, si le comité de direction me dit, entre guillemets, nous, on n'est pas favorable, tu n'y vas pas. Non, parce que moi, j'ai monté un CODIR, justement. Il faut savoir, chez Creative, j'ai aujourd'hui 97% des parts. Donc, je suis et président et directeur général et j'ai tout pouvoir de l'actionnaire. OK. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir des garde-fous. J'ai besoin d'avoir un système de gouvernance qui me donne son avis, qui me donne des recommandations et tout ça. Et clairement, sur des projets de type tactique, je ne me vois pas, sauf vraiment exception, ou je ne sais pas ce qui pourrait justifier ça, je suis mon CODIR, okay. Je suivrai mon CODIR dans une recommandation à ne pas faire, clairement. Voilà, et puis quant à l'intuition, je reviens sur ce point, moi j'ai un profil très intuitif, c'est-à-dire je fonctionne par des certitudes. Moi, j'ai des certitudes sur certaines configurations, que c'est des choses à faire ou à ne pas faire. Voilà, donc ça a très très bien marché quand l'entreprise était petite. Et là, le CODIR, c'est aussi pour pondérer mes certitudes. Parce qu'aujourd'hui, la société est plus grosse, les enjeux sont plus complexes, sont plurales. Et même si tu as une certitude de quelque chose, est-ce que ça ne va pas générer plus de problèmes que de solutions sur des aspects que j'ai pas forcément en tête ou que j'avais pas forcément cartographié. Donc c'est pour ça que l'intuition c'est bien, mais l'intuition confrontée à un panel de 5-6 personnes qui m'aident à réfléchir, c'est encore mieux. Ok, c'est intéressant comme type de structure, de mécanisme de direction, parce que souvent, et j'en ai rencontré quelques-uns, des chefs d'entreprise qui, effectivement, disent fonctionner à l'intuition, mais derrière n'ont pas de poids derrière, ou de mesure, plutôt, de contre-mesure pour dire, peut-être des fois l'intuition, ça ne marche pas. Donc c'est intéressant. Et je vais revenir un peu sur la partie aussi stratégie, parce que je voulais savoir si ça fonctionne à peu près de la même manière. Alors là, on parlait vraiment plus de tactique, même si... Est-ce que sur le côté stratégie, qui est donc la vision un peu plus à long terme, ça fonctionne aussi pareil? Parce que là, je suppose que la stratégie est définie sur les prochaines années. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment on définit une stratégie pour une boîte, justement, de 300 personnes, qui n'est pas une boîte de 2 personnes, et on dirige un peu comme ça. En fait, la stratégie, faut partir de la fin de l'histoire et de voir comment on y arrive. Okay. Voilà, c'est-à-dire clairement comment Raphaël Doyen aspire à une stratégie. En fait, comment je la fais, c'est à quoi j'aspire. La première question. Okay. En fait, pourquoi moi j'ai pas d'actionnaire, je suis pas en bourse. Je vis très bien avec mes 300 collaborateurs, on a une belle entreprise et tout ça. Mais en fait, la question quand tu poses une stratégie, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux pour Creative dans 3 ans, dans 5 ans ? Voilà, okay. Donc alors c'est une question qui est complexe, parce que quand on commence à grossir, c'est qu'est-ce que je veux comme métier ? Qu'est-ce que je veux comme empreinte carbone ou stratégie RSE? Qu'est-ce que je veux comme rentabilité? Qu'est-ce que je veux comme, je dirais, comme esprit d'entreprise, etc., etc. Okay. Donc, à partir de ça, alors, quand je dis qu'est-ce que je veux, c'est, il faut le comprendre, ce à quoi je serais,
ce pourquoi je me lève avec enthousiasme le matin pour y arriver. Donc ça, c'est important. Voilà, et ce qui me rend fier, parce que pour moi, ce sentiment de fierté est très important. Donc une fois que tu as défini ça, et ben en fait, une fois que tu sais où tu veux aller, il faut définir le chemin. Et le chemin qui reste à parcourir. Donc par rapport à ça, tu as un état des lieux de là où tu es et de là où tu aimerais aller. Et donc tu définis un chemin. Donc les chemins les plus simples, c'est les chemins entre guillemets business. Parce que dans nos métiers, tu mets des moyens, tu mets des méthodes et tu dois générer du business dans une conjoncture à peu près normale. Et après, il y a des chemins qui sont moins simples, qui sont des chemins organisationnels ou des chemins qui impliquent moi, mais également tous les salariés. Notamment, quand je dis ça, c'est, je pense, à la sécurité et à la stratégie RSE. Là, c'est plus compliqué parce que c'est des chantiers de longue haleine, notamment la sécurité, qui sont onéreux, qu'il faut financer. Et la durabilité, c'est comment j'engage l'entreprise à avoir cette coloration et comment j'engage à faire que notre entreprise sera durable, sera responsable et que je pourrai en être fier dans 3 ans. Donc c'est à partir, donc je pars d'une aspiration finale et derrière ma stratégie, c'est la déclinaison par processus et par action à faire. Ma stratégie définit le chemin pour y parvenir. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, mais c'est très clair en fait. Oui, comme tu dis, il y a un objectif et après tu traces les chemins pour y aller en fait. Voilà. Ouais. Et en fait, moi j'ai l'habitude, dans mes anciennes expériences, j'avais l'habitude des petites boîtes. C'est-à-dire des maximum... On en est une qui a grossi, mais on est né petit. Mais c'est ça, je me dis, quand on est petit, mettre en place une stratégie, alors pour avoir parlé un peu stratégie dans mon ancienne boîte, on voyait, alors on ne s'imaginait pas 5 ans, 10 ans, peut-être c'est le défaut, mais on voyait à peu près les chemins où on voulait aller. Mais je me dis, le nombre de chemins ou de choses que tu dois mettre en place pour une boîte de 300 personnes, et que je rappelle aussi qui est quand même éclaté sur la France, parce qu'il y a des agences un peu partout sur la France, c'est un sacré challenge, quoi. Oui et non, parce qu'en fait, à l'instant T où tu l'élabores pour les 3 prochaines années, tu pars pas de zéro. Okay. En fait, il faut savoir que Creative a 15 ans et elle s'est bâtie petit à petit. Au début, on ne faisait pas de RSE et une année, on s'est dit en 2011 ou 2012, il nous faut une stratégie RSE, il faut que notre boulot il ait du sens, il faut qu'on fasse attention à la planète, voilà. Donc, on est parti on était au début, le RSE pour nous, c'était peut-être 5 actions, 3 actions à mettre en place, etc. Là où aujourd'hui, c'est énormément d'actions, de relations et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une stratégie, c'est incrémental aussi, très important. C'est-à-dire, je comprends que toi, aujourd'hui, avec le prisme d'une toute petite entreprise, tu te dis, mais comment il fait pour penser à tout et tout ça ? Alors, en fait... non, je pense en grosso modo comment une société de 300 se projette pour être 350 ou 400. En fait, c'est ça. Mais tu es déjà 300, c'est-à-dire tu es déjà ISO 27001, ISO 9001, tu as déjà 7 agences en France. Donc, en fait, finalement, la stratégie, c'est comment, de manière incrémentale, on se réinterroge sur notre business model, on se réinterroge sur les chemins, mais on ne part pas de zéro. C'est pour ça que on est toujours dans une stratégie de continuité, on n'est pas forcément dans une stratégie de rupture où on dirait bon, on arrête l'activité de SN et on se lance dans autre chose. Là, je suis d'accord, ça serait autre chose, mais c'est pas le cas. C'est toujours incrémental. Ouais. C'est vrai que j'avais pas cette vision que c'est des choses qui se mettent petit à petit en place et qui se construisent sur elles-mêmes et qui prendre l'ampleur ou s'éteignent, parce qu'il y a des choses qui doivent s'éteindre au fur et à mesure. Et une question aussi qui m'interroge, parce que tu vois, on parle de stratégie, de tactique, et on a commencé à le mentionner, c'est que le fait que c'est qu'aujourd'hui, le créatif, c'est 7 agences.
répartis sur, moi, ce que j'appelle le très très grand ouest, Ouais. Avec des entités donc différentes, une géolocalisation différente, en plus qui n'est pas aidé parce que c'est des gens qui ne sont pas dans des bureaux tout le temps, c'est des gens chez des clients en plus. Alors déjà, comment on gère une entreprise comme ça et comment on imprègne aussi cette stratégie pour que, en fait, on embarque le paquebot, quoi. Alors, c'est très compliqué. Ok. C'est très compliqué. C'est vrai que ça serait beaucoup plus simple d'avoir un bâtiment avec 300 personnes dans le bâtiment, sans télétravail et tout le monde à demeure. C'est pas du tout ça. En fait, une stratégie, comment on embarque, on embarque différentes strates de l'entreprise. C'est là où le CODIR a vraiment vraiment un rôle à jouer. Donc déjà, la stratégie, c'est pas moi qui l'élabore. On l'élabore ensemble avec le CODIR. Donc chaque personne du CODIR travaille sur sa stratégie. Nous, les personnes du CODIR, on a une responsable ressources humaines, un directeur financier, un directeur commercial, un directeur des opérations, etc. Donc chaque personne va élaborer, je dirais, les tenants, les aboutissants de son axe stratégique. Donc ça, c'est la première chose. Et derrière, comment on entraîne le bateau, c'est la communication interne et c'est la proximité avec les personnes. Donc c'est pas du tout simple parce qu'on a des personnes un petit peu partout qui peuvent être en mission, qui peuvent être chez nous, mais on essaye de communiquer au maximum, on essaie de mailler, d'avoir des... Justement, dans nos 3 valeurs, j'ai parlé de l'expérience technique et après, les 2 autres valeurs peuvent paraître un peu bizarres, c'est la proximité et la posture d'écoute. Sans cette proximité et sans cette posture d'écoute avec un grand E, on ne pourrait pas relayer cette stratégie. C'est-à-dire, si je ne suis pas proche de mes collaborateurs, si je ne suis pas à l'écoute de ce qu'ils veulent, parce que la stratégie, c'est aussi bâti en grande partie avec les retours qu'on a de nos enquêtes de satisfaction salariée, en fait, tout ça, c'est un tout, si tu veux. Il faut être proche les uns des autres et surtout à l'écoute de ce que les gens veulent. Parce que ma stratégie, c'est certes pour moi, mais c'est aussi beaucoup pour mes collaborateurs. Donc voilà, c'est là encore multifactoriel. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais parfaitement. Après, je me doute bien que c'est sur du temps long et que c'est comment on embarque. Je suppose que cette stratégie, tu dois la répéter à longueur de journée pour embarquer les gens et puis au fur et à mesure comme tu dis, un peu toutes les strates des équipes. Donc non, ça répond à la question. Je vois le temps qui défile et je voudrais qu'on sorte un tout petit peu de créative parce que tu as une seconde activité qui est un restaurant. Et tu vois, tout à l'heure tu parlais tout au début de notre échange, tu parlais de boulangerie, c'est pour ça que ça m'a rappelé ça. C'est que à côté de ton activité qui doit bien t'occuper de directeur d'une ESN, enfin de président d'une ESN, tu as un restaurant qui a déjà quelques années en plus. J'ai envie de comprendre pourquoi, en fait. Alors ça, c'est même pas tactique, ça c'est plaisir, ça. En fait, j'aurais rêvé d'être restaurateur, moi-même, quand j'étais jeune. Et en fait, c'est un vieux projet que j'avais en tête, que j'ai toujours eu en tête, que si un jour j'avais une activité qui me permettait d'avoir une activité dans le domaine de la restauration, j'irais. Donc en 2017, j'ai créé le Bistrot des Remparts. Et c'est un restaurant, et pour autant cette approche, on parlait stratégique, tactique, cette approche moyen-long terme, la politique et tout ça, j'ai exactement les mêmes méthodes au restaurant que chez Créative. C'est-à-dire, c'est quoi ma proposition de valeur, qu'attendent mes clients, qu'est-ce que j'aimerais que mes clients ressentent quand ils viennent manger au Bistrot des Remparts, et pour avoir ça, donc ce qui est mon choix, quelles compétences et quels moyens je suis obligé de mettre face à ça pour réussir et établir ma stratégie.
Ok, parce que c'est intéressant comment tu l'amènes parce que ça montre aussi que ton approche, ta vision des choses, c'est pas que uniquement applicable à des entreprises type ESN. En fait, c'est un peu applicable. Alors, je vais pas dire à tout type de business parce que je vais pas englober tous les business, mais à beaucoup de business, de types de business. Donc, c'est aussi intéressant. Et oui. Tu vois, je te coupe, mais tu vois, la restauration, en plus, on le perçoit mieux, justement, les enjeux de la stratégie. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est capable d'aller manger au McDo un jour et un restaurant étoilé un autre. On est capable d'accepter, de trouver que le McDo à 15 balles ou 18 balles, c'est cher pour ce qu'on mange, et d'accepter à une formule à 80 € et à se dire, alors qu'on en a peut-être un petit peu moins et tout ça, de se dire « Ah, c'était vraiment génial et c'était pas cher ». Donc, ça explique beaucoup de choses sur le rôle de la stratégie et c'est-à-dire que qu'est-ce que je propose en fait, qu'est-ce que je veux faire d'une part et qu'est-ce que je propose à l'utilisateur. Le restaurant étoilé, c'est je propose une expérience unique gastronomique mais malheureusement il va la payer cher, voire très cher. Je ne suis pas là pour le nourrir, je suis là pour lui faire vivre une expérience unique. Là où notre business model, street food et autres, je suis là pour nourrir au prix le plus faible avec des qualités aléatoires et différentes, mais je suis surtout là pour nourrir. Et donc, quand on a compris ça, on voit un petit peu que en fait, il faut vraiment partir de ce qu'on veut faire, de la fin de la stratégie, de l'arrivée, pour bâtir le chemin pour y arriver. Ok, effectivement, tu vois, je n'avais pas conçu ça comme ça, mais je trouve l'idée très intéressante et la méthode de réflexion très intéressante. Donc, merci beaucoup. Dernière question, j'aime bien la poser soit en début, soit en fin, mais là, ce sera du coup en fin. Comment tu te définis professionnellement ? Alors, comment je me définis ? Moi, je pense que je suis une personne de créatif et engagé. Créatif parce que j'ai toujours plein d'idées, j'ai ça en moi, voilà, et engageant, c'est-à-dire que moi, quand je crois en quelque chose, je mets toute mon énergie et je pense que mon petit talent, c'est que je suis capable d'entraîner pas mal de monde avec moi quand j'ai des convictions. Voilà, donc créatif et engagé, ça me paraît pas mal. Super. Voilà. Et merci beaucoup Raphaël pour très bien. Merci à toi. Ton temps et puis je te dis à très vite. À très vite, merci François. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Ma discussion avec Raphaël a été, je trouve, très intéressante, ou du moins, ses retours ont été très intéressants, notamment sur la partie vraiment décisionnelle. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait un épisode vraiment aussi concentré sur la prise de décision. Et l'histoire de Raphaël, comment il en est venu à créer l'entreprise et sa prise de décision aujourd'hui, comment son approche instinctive est nuancée par un codir, par des réflexions, par des discussions, tout ça, c'était un élément que je n'avais plus abordé depuis un certain temps. Et j'ai retrouvé plaisir vraiment à discuter de ce sujet avec Raphaël. C'est d'ailleurs ce qui m'a marqué. C'est cette transparence, cette ouverture à expliquer comment lui a l'intuition de quelque chose, mais va pas s'y accrocher quand même si on lui dit que c'est pas le but quoi, que c'est pas là où il faut aller. Et ça, je trouve toujours très intéressant quand on dirige une entreprise de presque 300 personnes. Cette flexibilité est assez phénoménale. Voilà moi ce que j'ai retenu de cet épisode. Et oui, aujourd'hui un petit débrief très court, mais toujours aussi intéressant. Allez, je vous dis à très vite. Ciao. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus,
Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.